Bienvenue dans votre émission de Parle, Jase. Luc Doucette qui est avec moi aujourd'hui le mercredi pour commenter les sujets d'actualité. Bonjour Luc. Bonjour Seb, comment vas-tu ce matin? Super bien. C'est la même chose pour toi? Absolument, une journée ensoleillée. Il fait froid par contre, mais on est l'automne et nous n'avons pas de neige au sol. Ah, pas de neige au sol, ouais, c'est vrai. On a des voisins que c'est pas pareil. Hein? Et hier matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à mon cabanon. J'ai sorti les choses et j'ai rangé ma souffleuse dans le garage. Je suis prêt. Avec mes pelles, puis ma pelle traîneau, qu'on appelle une scoop aussi. Je suis prêt. Très important. C'est pratique, les pelles traîneaux. Hein? Absolument. Ça nous fait gagner du temps et des efforts. En autant que l'on ne court pas pour finir la dernière poussée, puis oublier que tu as un 4x4 qui fait la démarcation entre le pavé et le gazon. Ça fait... Comme il ça cogne sur le 4x4. Il m'est arrivé l'an passé, je me suis cassé une côte en frappant sur le manche. Mais j'ai appris, je dois ralentir mes activités. Ah, certain. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets, Luc, qu'on va aborder avec les gens. On va parler de l'essence, le prix de l'essence. Là, il y a eu un revirement du côté du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Absolument. Et puis, j'aimerais qu'on revienne également sur la première fois qu'un premier ministre canadien a rendu hommage à Louis Riel. Ça s'est fait au Manitoba dimanche dernier. Et puis Louis Riel, personnage qui a été très controversé, mais on pourrait le considérer maintenant comme un héros. Un héros, absolument. Au Canada. Et c'est même le père de la province du Manitoba, de la création de la province. Il ne faut pas oublier que lorsque Louis Riel a été exécuté, pendu, le Manitoba n'était qu'un territoire canadien parmi tant d'autres. C'était pas une province canadienne. Puis il a vraiment milité. On va en parler plus en longueur là, tout à l'heure. Absolument. Puis on reviendra peut-être, si on a le temps aujourd'hui, également sur le fait d'installer une mini-maison au Nouveau-Brunswick. C'est pas facile. Il y a toutes sortes d'affaires de zonage. Il y a autant de règlements municipaux qu'il y a de municipalités et on parle de différentes grosseurs. Une chose aussi peut-être importante, si on a le temps, sinon on va y revenir la semaine prochaine, c'est l'impact des fameux tarifs du président américain sur l'industrie forestière néo-brunswickoise. Ah oui. Hey, c'est 1700 emplois qui pourraient être perdus. Incroyable. Ben, on parle de tout ça. Et pour nous rejoindre, ce sera le 506-532-0133 et par courriel ppjj@cjse.ca. Participez avec nous aux discussions. Écrivez-nous par courriel. Et on va discuter, on va parler et jaser. Bienvenue à Parle, Jase du mercredi. Aujourd'hui avec Luc Doucette. On parle de différents dossiers et pour débuter l'émission aujourd'hui, qu'est-ce que ce revirement de situation, Luc, du côté du gouvernement par rapport à l'essence, le prix du gaz? On se rappellera que sous le gouvernement Higgs, M. Higgs avait fait passer une loi ou un règlement. On appelait ça le règlement ou la loi Higgs-Irving, à l'effet que la nouvelle législation fédérale imposait une certaine pénalité aux pollueurs-payeurs. Par exemple, aux grandes raffineries. Vous produisez beaucoup de gaz à effet de serre, vous polluez énormément, donc vous devez payer comme une surtaxe. Ce qui vaut à peu près à 7,9 cents du litre pour l'essence et 8,8 pour le diesel. Et le premier ministre, on sait qu'il avait des liens très proches avec la raffinerie de Saint-Jean, a décidé que non, ça pourrait être passé aux consommateurs. Donc, chaque consommatrice, lorsqu'il va mettre de l'essence dans sa voiture, payait cette fameuse surtaxe-là. Lorsque le gouvernement Higgs a passé ce règlement-là ou cette loi-là, Mme Holt était à l'opposition à ce moment-là. L'opposition criait au meurtre. Les gens voulaient déchirer leur chemise. Ils s'opposaient vertement. Ça n'avait pas de sens. C'était inacceptable. Et revirement cette semaine. On semble dire, oui, c'est vrai, on cancelle ça. Le 1er décembre, c'est terminé. Mais il y aura peut-être une autre taxe, un autre règlement qui fera en sorte que les raffineries, parce qu'on pensons aux grandes raffineries, Shell, Irving, Esso ou Imperial, ces gens-là polluent énormément plus que les petits citoyens canadiens du Nouveau-Brunswick, parce que ces gens-là nous vendent de l'essence au Nouveau-Brunswick. Ensemble, réunis, ils polluent énormément plus que nos petites voitures ou que nos gros camions. Ça, c'est clair, net et précis. Puis là, on passe un nouveau règlement, mais peut-être que ça va changer. Puis maintenant, on ne s'objectera pas à la majoration des prix. Ça veut dire que le gouvernement ne s'oppose pas à l'augmentation du prix. Prétextant qu'il
il y a peut-être des petits détaillants qui ne pourraient pas survivre si le prix était passé aux raffineries. Ouais. Par contre, ces mêmes petits détaillants-là, dans d'autres provinces canadiennes, ont survécu, même très bien survécu. Donc, on appelle ça, moi, j'appelle ça des vire-capots. On a changé d'idée. Je trouve ça extrêmement malheureux. La baisse est temporaire, donc le 1er décembre, remplissez vos voitures d'essence. Parce que par la suite, vous pensez que ça va l'augmentation augmenter. va... Est-ce que ça va augmenter de 7,9 cents? On ne le sait pas. Mais le gouvernement dit, oui, mais là, vraiment, on ne peut pas légiférer là-dessus. C'est pas correct, pour faire attention. Mais c'est une loi, une législation fédérale qui impose aux pollueurs-payeurs. Qui sont les plus grands pollueurs? Les gens avec leur voiture ou les grosses raffineries? Pas oublier que 80 % de la production de produits pétroliers raffinés à Saint-Jean prennent la route des États-Unis. Oui. Des États-Unis. Et puis, Jacques Giguère qui disait hier, là, c'est subventionné, hein, l'industrie pétrolière à coût de dizaines de milliards. Et puis, il disait, si ça, c'était plus subventionné, on paierait pas mal plus l'essence, mais peut-être que ça ferait réfléchir parce qu'on paierait le vrai prix. Exactement. Il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on parle de la raffinerie de Saint-Jean, qui est quand même la plus grande au Canada, paye beaucoup moins de taxes foncières qu'une raffinerie à peu près de la moitié de la grosseur en termes de superficie en Colombie-Britannique. Puis c'est quand même incroyable comment est-ce qu'on peut payer moins pour quelque chose qui est 2 fois plus gros. Ah. Mais c'est sûr pouvoir d'achat, peut-être? C'est sûr que ça crée des emplois. On sait que cette famille-là est très puissante, qui touche à tous les secteurs d'activité économique au Nouveau-Brunswick, c'est très clair. Pendant du bois, de l'essence, du transport, de la nourriture, pour nommer que celle-là. Ça veut dire traduction. Non, mais là, il touche à tout. Donc, ce que ça donne, ce virement de cap, c'est que c'est certainement les consommateurs à la pompe qui vont se retrouver avec une augmentation substantielle à partir de décembre. Donc, on ne verra peut-être pas d'augmentation substantielle. On va avoir une réduction de 7,9 cents du litre, le premier, puis peut-être que le 2, ça va augmenter de 7,9. OK, il faut s'attendre à ce que ça revienne. Il faut s'attendre à une augmentation. Il n'y a rien clair OK. encore. On dit que probablement, il va y avoir une augmentation. Mais c'est sûr que lorsque tu es à l'opposition, tu es contre tout ce qui est présenté devant toi. Tu es contre tout ce que le gouvernement veut passer Pour comme faire règlement. l'avocat du diable, hein, un peu. Oui, bien, par contre, lorsque tu es au pouvoir, il y a des choses que tu voulais faire que tu peux peut-être pas faire. Mm-hmm. Et le gouvernement, écoute, avait peut-être les mains liées, on ne le sait pas. C'est peut-être important à un moment donné d'avoir quelqu'un qui pourrait nous expliquer pourquoi ce revirement-là. Puis on a parlé tout à l'heure d'un peut-être d'un invité pour la semaine prochaine. Oh, bon, ça pourrait être très intéressant. Et puis, on a une question qui nous arrive par courriel. Est-ce qu'on regarde ça? Ça a un lien avec... Les entrepreneurs ont décidé de diminuer le nombre de logements pour faire augmenter l'offre et la demande afin de pouvoir demander le meilleur prix. Ils sont apparemment de la difficulté à louer ceux qui sont, surtout 1 500 $ et plus. La crise du logement est-tu finie? Qu'en pensez-vous? Moi, je ne crois pas. On sait que la construction de logements résidentiels, de gros blocs à Moncton-Dieppe, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Il y en a partout. Tu vas sur le boulevard Dieppe, il y en a, tu vas à Moncton, près du Ça construit. Du parc riverain, ça construit. Mais on nous dit en même temps qu'il y a beaucoup de logements vides à Moncton. Est-ce que les gens peuvent se permettre un loyer à 1500, 1800, 2000, 3000 $ par mois? C'est pas le commun des mortels qui peut se payer cela. C'est Les frais d'électricité aussi qui s'ajoutent à ça la plupart du temps, ça donne des montants assez durs à rencontrer. Oui. Bon, ben... Est-ce que tu cherches quelque chose, Luc? Je te vois... Non, là-dessus, je trouve ça... Écoute, incroyable. Tout ce qui touche l'économie, on paye, et on semble recevoir de moins en moins. Ouais. Eh bien, si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez nous écrire ou nous appeler 506-532-0133 concernant le prix de l'essence. Mais on va aussi souligner aujourd'hui, Luc, que pour la première fois, un premier ministre canadien a rendu hommage à Louis Riel. Donc, dimanche dernier, Mark Carney, qui a participé aux commémorations au cimetière Saint-Boniface, en hommage à Louis Riel, qui, lui, on le rappelle, a été exécuté il y a 140 ans. Il était d'origine métisse, Louis Riel. Louis Riel est un métis. Ses parents sont nés au Québec, au Bas-Canada, qu'on appelait à l'époque avant 1865. Avant 1867, la création du Canada, on se rappelle bien qu'il y avait 2 provinces, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Les autres provinces ont suivi par après. Le Manitoba n'était qu'un territoire parmi tant d'autres au Canada. Et Louis Riel c'est un métis, il est né
d'un blanc ou d'une blanche avec une personne autochtone. Et avait la double nationalité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de frontières entre le Canada et les États-Unis, donc il était en même temps citoyen canadien, citoyen américain. Ah oui. Et il revendiquait énormément pour le droit des Métis. Ces gens-là n'étaient pas reconnus du tout. Premièrement, c'est un francophone dans l'Ouest canadien, les Britanniques, parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, c'était un territoire britannique, là. Et il ne faut pas oublier que le premier ministre de l'époque, c'était John A. Macdonald, ce même premier ministre qui avait demandé, exigé, forcé qu'on leur donne des couvertures contaminées à la variole auprès des Premières Nations du peuple là, métis de l'Ouest canadien, des peuples autochtones du Ouest canadien. C'est grave, c'est épouvantable, des choses. C'est épouvantable. Ces gens-là sont morts comme des mouches. Et Louis Riel défendait ces gens-là. À un moment donné, il y a eu une rébellion. Il y a eu des soldats britanniques qui ont été tués durant cette rébellion-là, au même titre que des Métis qui ont été tués, ou les Canadiens français qui étaient aux côtés de Louis Riel. Louis Riel s'est enfui aux États-Unis. Il est revenu au Canada. Les Britanniques l'ont su, ils l'ont attrapé, ils l'ont arrêté. Et le premier ministre a ordonné son exécution. Donc, il a été condamné à mort pour haute trahison. À tort, hein, y a jamais... On ne peut pas considérer aujourd'hui, nous, qu'il avait trahi le Canada, lui, là. Absolument pas. Aujourd'hui, Louis Riel est reconnu dans l'Ouest canadien comme le père du Manitoba. Oui, d'ailleurs, le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand, a dit que Louis Riel avait prédit qu'un jour, on reconnaîtrait ce qu'il a fait. Ben, le jour serait arrivé dimanche dernier. Là. Exactement. Moi, je me souviens des années 90, c'est peut-être 80. Il y avait une question qui avait été posée comme ça. Est-ce que vous considérez Louis Riel comme un traître ou comme un héros? Moi, tout de suite, j'ai dit c'est un héros. Et plusieurs années passées, il y a d'ailleurs un thème qui a été émis à l'effigie de Louis Riel. Oui. On reconnaît que Louis Riel est un... Premièrement, on a reconnu que c'est un personnage d'intérêt national, au même titre qu'on a fait l'an passé pour le Beausoleil-Broussard, l'Acadien qui menait une rébellion contre les Britanniques qui voulaient les exterminer, les expulser. Et donc, Louis Riel a été reconnu comme un héros. Le premier ministre de l'Alberta, du Manitoba, les gens du Manitoba reconnaissent qui était Louis Riel. Si on parle encore français au Manitoba, c'est certainement à cause de des batailles menées par Louis Riel. Ben oui, il a été pendu, on se rappellera, en 1885 à Regina, mais il a mené des résistances au nom du peuple métis au Manitoba et en Saskatchewan. Il était pendu à Batoche, par contre. Ah. À Batoche. Batoche. B-A-T-O-C-H-E. Et là, maintenant, on reconnaît que la personne, c'est un héros, c'était pas un traître. Au contraire, tout ce qu'il voulait, c'est le bien de son peuple, le bien des Métis francophones et de tous les Métis de l'Ouest canadien. Parce que c'est à Batoche que tu disais, Batoche, c'est là qu'il y a eu la deuxième grande bataille. Les Métis ont perdu face aux troupes du gouvernement fédéral et puis là, Louis Riel a été capturé puis jugé. C'est suite à la deuxième bataille de Batoche, oui. Longtemps, c'est ça, il avait été un personnage controversé. On est bien content que là, on célèbre non seulement son rôle dans l'entrée du Manitoba au sein de la Confédération canadienne. Il aurait été connu... En 1992, on l'a reconnu, Louis Riel, comme le fondateur du Manitoba. Puis, on a nommé... Il a été nommé tout premier ministre provincial à titre honoraire en 2023. Ah non, c'est quand même incroyable que ça nous a pris 140 ans avant de reconnaître ce personnage-là. Mieux vieux tard que jamais, mais quand même. Au même titre, l'an passé, lorsque le gouvernement canadien a reconnu que Joël Beausoleil-Broussard, qui est un résistant acadien, qui a mené une bataille contre les Britanniques, ils ont reconnu que c'est un personnage historique acadien. Au parc du Mascaret, il y a une grosse plaque en bronze, là. Oui. Et on reconnaît l'intérêt de cette personne-là qui a voulu défendre les Acadiens. Il s'est expatrié à Saint-Domingue, s'est expatrié là avec sa famille pour finir ses jours en Louisiane. Et il y a un personnage acadien que l'on connaît très bien, toi et moi, qui s'appelle Zachary Richard. Lorsque j'ai vu ça, j'ai pris une photo de la plaque, je lui ai envoyé. Je regarde, finalement, on reconnaît un de tes ancêtres. Il dit oui. Pourquoi ça a pris aussi longtemps? On semble être très gêné à reconnaître les gens ici au Canada. Et souvent, on va donner un honneur posthume à quelqu'un. Oui, souvent c'est pour réparer les erreurs. Hein. Pourquoi pas le faire de leur vivant lorsqu'on le peut? Oui, on va prendre un appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, sur le point du virement des taxes ou les impôts sur le gaz, oui. Je peux vous suggérer que les lobbyistes ont un gros rôle à jouer dans ça. Faites-vous-en pas.
Alors ça, c'est très clair qu'il y a des gens qui interviennent pour le secteur pétrolier. Il y a différentes organisations, il y a des individus qui sont bien rémunérés parce que les grosses pétrolières, on ne parle pas juste d'une pétrolière, de tout ce qui touche l'industrie pétrolière. Et non, ils sont très bien rémunérés pour intervenir auprès des différents paliers de gouvernement. Oui. Un dernier mot au téléphone? Non, c'est bien connu. C'est comment dire, le système est hypocrite d'une façon ou d'une autre. C'est beaucoup d'anciens ministres ou ministères qui opéraient quand ils étaient en pouvoir, une fois qu'ils perdent le pouvoir, ils s'en retournent à ces nouveaux têtes-là qui s'appellent des lobbyistes. Absolument. Oui. Merci. Merci pour votre appel. D'ailleurs, sur ce sujet encore, avant de revenir à Louis Riel, on a un courriel. On nous demande... Moi, je pense que de recevoir un chèque carbone était à notre avantage. Quelqu'un qui nous dit ça, un auditeur, il dit notre prix à la pompe ne sera pas moins, mais plus. Donc, il pense que le chèque carbone était une bonne idée parce que là, avec le revirement de situation, est-ce que c'est ça, on ne recevra plus le chèque carbone tous les 3 mois? Non, c'est terminé, ça. C'est chose du passé. Donc, ça va être terminé et puis, comme on disait plus tôt, les prix vont descendre pour être majorés très, très peu de temps. Après, ça va augmenter probablement au même titre. Puis, oubliez pas, chaque fois qu'on a une grande fin de semaine, par magie, le vendredi, le prix augmente. La semaine suivante, le prix baisse. Là, avant le temps des fêtes, là, le prix va augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens voyagent, ils vont visiter leur famille et ils voyagent durant la période des fêtes, période de Noël, le jour de l'an. C'est profiter de notre bonté. On profite de nous. Les pétrolières font les plus grands profits de leurs histoires. Et ils sont souvent financés par différents programmes fédéraux, provinciaux. Oui, c'est ça. Il y a des grosses subventions. C'est presque la moitié du déficit fédéral qui va au... Peut-être que ce n'est pas des subventions directes. Des fois, ça peut être des allègements fiscaux. Oui. Vous paierez moins de taxes. Donc, voici ce qu'il y en est. Ça va vous encourager. Mais je ne pleure pas pour les raffineries et les grosses pétrolières. Au contraire. Je trouve ça aberrant qu'on continue à payer. L'essence est rendue 1,55 $ du litre. Elle devrait être 40 cents de moins cher du litre. Ça, c'est 40 sous de moins cher du litre, c'est très clair. On l'a vu, le vrai prix que ça devrait être, le gaz, là, c'est pendant la COVID. Quand personne ne pouvait aller se promener. Exactement. Là, on l'a eu pas cher. Là. Moi, je me souviens, tu t'en souviens peut-être pas, je me souviens à un moment donné qu'il y avait des batailles de prix de différentes pétrolières. Puis il y a quelqu'un qui décidait de baisser ses prix. Moi, je me souviens que j'ai déjà payé 29 cents du litre. Ah oui, la compétition. Parce qu'il y avait une compétition, puis il y avait une genre de guerre de prix. Donc, puis à un moment donné, je me rappelle, il y a quelques années, on disait cette semaine, on boycotte telle compagnie pétrolière. La semaine prochaine, on va boycotter telle autre. Donc, ça coupe dans leurs revenus, mais somme toute, si tu fais le tour, ça revient à la même chose parce que tu dois quand même mettre de l'essence dans ta voiture. Tu n'as pas à le faire, tu ne sors pas. Puis on sait qu'au Nouveau-Brunswick, l'infrastructure là, ne nous permet pas d'avoir un très bon réseau de transport. Il n'y a pas de service d'autobus. Le service de train, c'est minime. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos véhicules. Pas le choix. Ah, ben, ça va. Faut se préparer à faire face à ces changements, mais qui n'en seront peut-être pas des gros. On verra bien ce qui se passe après le 1er décembre là, à ce niveau. Pour terminer avec Louis Riel, ben, juste dire encore, là, le premier ministre qui a reconnu Mark Carney au Manitoba dimanche dernier que le cheminement des Métis n'a pas été facile. Il y a eu de la non-reconnaissance de l'injustice, mais il a salué la vision politique de Louis Riel qui voulait fonder une province où tous les peuples seraient acceptés. Exactement. C'est une belle vision, ça. Et lorsqu'on parle de l'Ouest canadien, là, lorsqu'on parle de métis, on parle de la nation métisse. C'est aussi important et reconnu qu'une première nation, que ce soit Mi'kmaq ou Malicite ou autre dans l'Ouest canadien, là, ou les Cris. La nation est reconnue. Il y a des faits historiques qui le prouvent. Tandis qu'ici, au Nouveau-Brunswick ou dans l'Est du Canada, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y avait vraiment une nation? Ces gens-là étaient à part. Souvent, les gens étaient métis, soit qu'ils étaient considérés comme un blanc, puis que les Premières Nations disaient c'est un maudit blanc, ou les Blancs disaient c'est un maudit Indien. Donc, souvent, ils étaient pris entre les deux. Ces gens-là étaient rejetés de tous bords, de tous côtés. Écoute, on parle d'une société, nous sommes une société inclusive, incluant, ne rejetons pas, acceptons les gens, mais les gens doivent un peu s'adapter, puis on doit s'adapter nous aussi. C'est un mélange des deux qui fait qu'on va faire bon ménage.
Oui. Puis, vu qu'on parlait du Manitoba, Luc, je pensais mentionner également que le Manitoba, as-tu vu ça, le premier ministre du Manitoba qui a un projet pour en faire une province bilingue? Comme le Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si ça va aller de l'avant. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du avant temps, que ça arrive, absolument. Il ne faut pas oublier que le premier ministre du Manitoba est un membre d'une Première Nation. C'est Wab Kinew. Oui, et lui, lorsqu'il a fait son premier discours, lorsqu'il a rencontré M. Carney pour parler de M. Riel, il l'a fait dans sa langue autochtone. C'est très important. Oui, le Manitoba devait être bilingue. Moi, j'ai des bons amis manitobains, franco-manitobains. Mais il n'y a pas autant de francophones au Manitoba qu'il y en a ici au Nouveau-Brunswick. Non, c'est non, peut-être non. 8 10 c'est Oui, dans oui, mais il y a quand même des eaux-là. écoles francophones. Il y a un système francophone qui C'est marche vrai. au Manitoba. Il faut que ce soit préservé. N'oubliez pas qu'il y a plus de francophones en Ontario qu'il y en a au Nouveau-Brunswick. Vraiment? Hein? Oui, c'est à cause de la population. Le pourcentage est peut-être Oui, pas oui. élevé. Non, le nombre. En termes de nombre, oui. Ouais. Mais pourquoi l'Ontario ne devrait-il pas une province bilingue? C'est à souhaiter. Non, la N'oubliez lutte pas, en Ontario, là. la capitale canadienne est là, ça doit être officiellement bilingue, au même titre que le Nouveau-Brunswick l'est, qui est la seule province canadienne officiellement bilingue. Mais je dois dire que par moment, on se demande, il est où notre bilinguisme au Nouveau-Brunswick? Pourquoi tu dis ça? Parce que souvent, ça ne fonctionne pas. On semble couper des services aux francophones. Les services ne sont pas tous difficilement. Écoute, il y a un monsieur qui vient de remporter une victoire contre le réseau Horizon, un francophone dont la sœur était hospitalisée à la Moncton Hospital. Et il a tenté une poursuite parce qu'on n'avait pas pu être servi dans sa langue. Et la Cour, le tribunal, a ordonné que le réseau de santé Horizon lui paye 5 000 en dommages et intérêts. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'on n'avait pas respecté. Si tu es citoyen du Nouveau-Brunswick, tu rentres dans un hôpital, tu devais être en mesure d'être servi dans ta langue. Surtout lorsqu'on parle d'un secteur aussi bilingue que la région de Grand Moncton-Dieppe. Ben voyons donc, il faut que tu sois servi dans ta langue. Ouais. Le service gouvernemental, c'est très important. Les services de santé, écoute, tu arrives à l'hôpital, tu as un problème, tu as un malaise, tu t'as fait mal, tu penses que tu as peut-être un malaise cardiaque, puis tu essaies d'expliquer en anglais, puis tu parles pas bien l'anglais. On va te faire croire que tu fais fait mal à l'épaule. Tu pourras pas être soigné. Oui, ben c'est ça. Le statut de province bilingue nous permet de lutter au moins contre ça, avoir des revendications là, concernant la langue, vu que c'est une langue officielle dans la province. Regarde, j'ai des chiffres qui sont intéressants, mais là, j'en ai qui datent de 2021. Mais si on recule là, de 4 ans, en 2021, c'est 29,5 des habitants du Nouveau-Brunswick qui parlaient le français comme langue maternelle. C'est donc un peu moins qu'un tiers là, de la population de la province. 42,5 avaient une connaissance du français. Et au Manitoba, quand on regarde, c'est 3,5 qui avaient le français comme l'une des langues maternelles et 8,4 qui avaient une connaissance. Donc, c'est peu. C'est peu dans la proportion par rapport à la population. Il y a des gens qui ont ressorti du lot. On pense à Daniel Lavoie, qui vient... il y a un groupe de frères, des sœurs de Manitoba qui chantaient aussi. Le nom m'échappe tout de suite, ça va m'en venir. Les Campagnes, la famille Campagne. Ils ont chanté, ils ont été sur la scène nationale et internationale pour des francophones en milieu minoritaire. Daniel Lavoie, qui a gagné d'innombrables prix, qui est un grand de la chanson francophone canadienne, vient du Manitoba. Ouais. Donc, ces gens-là ont dû encore plus se battre que nous, au Nouveau-Brunswick. Moi, comme les gens le savent, la plupart des gens, j'ai siégé pendant 6 ans au conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Puis il y avait une dame qui représentait le Manitoba puis l'Ouest canadien, qui était une enseignante maintenant, qui a une maison d'édition, une grande revendicatrice pour les franco-manitobains. Et elle dit, Luc, on ne peut jamais s'asseoir pour dire, ouf, on a gagné bataille, c'est terminé. Il faut toujours être aux aguets, toujours faire attention. Ouais. Ben, tu sais, le processus va être long, en tout cas, s'ils veulent devenir une province bilingue, mais il y a quelque chose qui va se passer que le premier ministre manitobain a promis. Un partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, il a promis ça d'obtenir l'adhésion du Manitoba. Et puis ça pourrait vraiment aider. Hein? Ça va réussir à faire avancer les choses dans les prochaines années pour le Manitoba. Et il a reconnu la complexité des étapes qui s'en viennent. Les experts disent que le chemin pour faire revenir au bilinguisme officiel, ça va être très, très, très compliqué. Puis ils n'ont pas fini de découvrir des nouveaux problèmes. C'est long, je veux dire, lorsqu'on a à changer un statut de cette importance-là, c'est très long. Il ne faut pas oublier que l'ONF... l'Organisation mondiale de la francophonie, le Nouveau-Brunswick qui siège, il y a un siège permanent, on est là un membre à part entière. Oui, c'est ça que le Manitoba veut. Puis, le Québec, à un moment donné, n'était pas certain que le Nouveau-Brunswick devait l'être, mais on l'est. La Louisiane a siégé comme observateur, puis je crois que la Louisiane a été admise au cours des 2 dernières années aussi comme membre en règle
Donc, c'est important. Puis, on regarde le nombre de francophones qui y a en Louisiane versus la population anglophone, le nombre est moindre. Mais si on veut que notre langue, notre belle langue, que notre culture survive, il faut que ceci soit permis. Il faut pouvoir le protéger. Hein? Je pense que c'est comme ça qu'on s'identifie. Moi, comment je pourrais m'identifier? Beaucoup plus que par la couleur de peau, moi, je trouve que c'est la langue. Absolument. Moi, je dis souvent que si tu n'es pas capable, une personne qui ne respecte pas ne peut pas respecter sa langue et sa culture et ne peut pas permettre à sa langue et à sa culture de survivre. On parle de notre langue, là. C'est notre culture. C'est tout ce que les gens qui nous ont précédés ont fait pour nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, différentes organisations. Je pense au Club Optimiste qui revendiquent, qui sont là pour aider les francophones au Canada, les clubs Richelieu, l'Ordre de Jacques Cartier, la fameuse patente qui était là pour protéger les francophones puis faire avancer les faits francophones au Canada. L'espèce de mafia secrète, ça, l'Ordre de Jacques Cartier, c'était spécial, ça. Exactement. Et ces gens-là touchaient un peu à tout, mais voulaient demeurer inconnus. Personne ne devait savoir qui ils étaient. Donc, ils infiltraient différents mouvements. Ils disaient aux gens, devenez des secrétaires. Allez pas président, secrétaire. Vous pourrez manipuler les procès-verbaux pour que ça paraisse bien pour les francophones. Ces gens ont fait beaucoup d'actions. À un moment donné, ils disaient, vous savez que lorsqu'on va envoyer une lettre au Parlement canadien, un député, au premier ministre ou à un sénateur, on écrit une lettre, on la met dans la poste. Pas besoin de mettre de timbre, c'est gratuit. Et par exemple, lorsque l'Ordre de Jacques Cartier disait, c'est pas acceptable au Canada, nos billets de banque sont juste en anglais. Donc, il invitait les gens à envoyer des lettres. Donc, il y avait des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de milliers de lettres qui arrivaient à Ottawa. On veut que les timbres postes et que nos billets de banque soient bilingues. Et c'est devenu une réalité. Bon, au moins des fois, les choses avancent. Absolument. Hey, on prend une courte pause, on vous revient tout de suite. Vous pouvez participer à l'émission, je vous rappelle, par téléphone, par courriel. C'est Parle Jase du mercredi. Vous écoutez Parle Jase en ce mercredi 19 novembre. Qu'est-ce que le groupe, Luc, Heart Rouge? Heart Rouge est un groupe franco-manitobain, c'est la famille Campagne. Ils viennent de Willebunch au Manitoba et la famille Campagne est reconnue pratiquement d'un océan à l'autre. Ils ont aussi chanté en Europe. La famille Campagne, il y avait une émission qui passait à Radio-Canada. Il y avait deux choristes. Il y avait Danny Boudreau et la dame choriste, c'était une dame Campagne. OK. Et elle était là, on la voyait toutes les semaines à l'émission Chanson Country. Non, c'est une famille qui est connue. Il y a eu un spectacle à un moment donné organisé pour le Centre de la francophonie canadienne. Il y avait un super grand écran à Dieppe, à la place 1604. Les gens étaient invités, il y avait différents invités. Et il y avait un genre de boîte téléphonique, mais c'était une caméra, puis tu pouvais parler aux gens dans 4 autres régions du Canada. Ah, c'est il y bien avait, ça. je me souviens, il y avait le Québec, l'Ontario, le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest ou le Yukon. Donc, tu pouvais aller là, et puis tu poussais 2-3 boutons, tu pouvais parler à quelqu'un en direct. Hein? Et nous, au Nouveau-Brunswick, ici en Acadie, à Dieppe, notre spectacle a commencé beaucoup plus tôt parce qu'on avait les heures, il y a quand même 3 heures de différence avec le Manitoba et 4 heures avec Colombie-Britannique. Et parmi les invités, il y avait cette dame Campagne-là. Il y avait Zachary Richard, il y avait des artistes acadiens. Il y avait M. Bernard Félix, un accordéoniste de Terre-Neuve. Donc, on avait réuni la francophonie canadienne. Hey, on va prendre un appel. Parle Jase. On vous écoute. Oui, on ne devrait pas se battre pour les Anglais et les Français. On devrait s'embrasser. Ben oui. Parce que si Hitler avait gagné la guerre, là, on parlerait tout l'allemand. C'est vrai. Pense à ça. C'est vrai, j'aime mieux. Elle n'avait pas de choix. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça prendrait une belle harmonie entre les anglophones et francophones. On serait plus avancés. Ils ont seulement besoin de penser que si Hitler avait gagné la guerre, on parlerait l'allemand. Oui, mais revendiquer pour les droits des francophones, dire je vais être servi dans ma langue, je suis francophone, je suis fier de l'être, je suis fier de ma culture, je suis fier de ceux qui étaient là avant moi. C'est rien contre les anglophones. Moi, c'est juste pensons à nous autres. Ça, c'est vrai. Non. Et je dois vous dire que c'est inquiétant ce qui se passe en Europe. La Russie, actuellement, envoie des drones un petit peu partout dans les pays européens pour tester comment est-ce qu'ils vont réagir. C'est très inquiétant. Monsieur
Poutine a les mêmes ambitions qu'Adolf Hitler, agrandir son territoire. Il voudrait revoir l'ancienne URSS. Actuellement, c'est juste la Russie. Oui, on revient vers vous au téléphone. OK, je vous remercie bien. Ah, ben merci beaucoup à vous pour votre appel. Ça prend de l'harmonie entre les anglophones, francophones. Hey, mais regarde comment ça a fait du trouble. On parlait du Manitoba, Luc, quand en 1980, on avait proposé des modifications constitutionnelles au Manitoba, des projets de loi pour garantir l'accès aux services en français. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens se sont fâchés. Il y a eu toutes sortes de manifestations, même des actes de violence. On avait brûlé les bureaux de la SFM. Ça, c'est un des exemples. Et plus tard, il y a eu la loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine. Ça a été adopté pour protéger l'accès aux services publics en français là-bas. Mais franchement, pas facile le chemin pour faire respecter la langue. Là. On a toujours des problèmes avec ça partout où ce que ça a voulu être fait. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui se sentent menacés lorsque l'autre revendique ses droits. T'sais, ils n'ont rien voulu enlever aux anglophones. Ce qu'ils voulaient, c'est « respecte-moi comme Canadien-Français, comme Franco-Manitobain, respecte ma langue, je te respecte ». C'est tout simplement... Je te respecte, tu me respectes, nous nous respectons. Il y a des gens qui sont attaqués par ça. Ouais. Ben, en tout cas, le Manitoba qui regarde le Nouveau-Brunswick puis qui se dit on voudrait s'inspirer de notre modèle pour devenir une province bilingue, mais pas tout à fait, pas pareil, pas nécessairement faire un copier-coller de ce qu'on voit ici, parce qu'ils disent qu'il y a quand même des tensions. Ils voient qu'il existe des tensions dans notre province ici au Nouveau-Brunswick concernant le français, l'anglais, avec les populations différentes. Alors, ils veulent pas viser ça exactement au Manitoba. Mais ils disent qu'ils veulent continuer à collaborer avec le gouvernement pendant les derniers mois des consultations et même après. Et si jamais ça aboutit, là, que le Manitoba devienne une province bilingue, il dit que ça amènerait beaucoup de fierté. Il anticipe, le premier ministre, un effet positif sur l'ensemble de toute la francophonie canadienne. D'ailleurs, parce que là, on aurait 2 provinces bilingues. Donc, c'est un projet. On verra si ça pourra aller de l'avant, mais ça prendrait du temps. Lorsqu'on parle de francophonie canadienne, là, on sait qu'il y a des francophones dans toutes les provinces canadiennes. Terre-Neuve. Oui, il y en a. Oui. Oublie pas que lorsque Terre-Neuve est rentrée dans la Confédération canadienne en 1949, il y a certains groupes de population à Terre-Neuve qui étaient vraiment bilingues. Ils parlaient le français et le basque. Ils ne parlaient pas l'anglais. Ils avaient été laissés à eux-mêmes. On est des francophones dans toutes les provinces canadiennes. En Colombie-Britannique, ils ont gagné des droits qui ont été revendiqués devant la Cour suprême. Ils ont remporté une victoire. Les Franco-Manitobains ont remporté des victoires. Au Yukon, les Yukonais ont remporté des victoires. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des écoles en français. On veut gérer notre système scolaire. Oui, ils le peuvent, ils veulent gérer leur système de santé aussi. Si moi, je suis malade, j'arrive à l'hôpital, puis je peux pas comprendre ce qu'on me demande, puis les gens ne comprennent pas ce que je veux dire en français, puis je peux pas m'expliquer. Écoute, je suis bilingue, il n'y a pas de problème. Je peux aller d'une langue à l'autre. Mais je dois dire que si j'ai un malaise, ça va être beaucoup plus facile pour moi de dire ce que j'ai en français. Oui, tu es plus à l'aise en français, Il y a encore des personnes qui ne comprennent pas l'autre langue. Ils ne comprennent absolument pas de l'autre langue, ils ne peuvent pas la parler. Ces gens-là ont droit quand même au même service. Mais ça devient compliqué. C'est ça, c'est des fois un manque de ressources ou des gens qui parlent les 2 langues. On n'en a pas non plus à profusion nécessairement, même si on est une province bilingue. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux pas la perdre, la langue française. C'est tellement une belle langue. Elle est difficile à apprendre, il faut l'admettre. C'est peut-être la plus difficile langue sur la Terre à apprendre, à maîtriser. Le mandarin ne doit pas être facile non plus. Il ne doit pas être facile, mais on dit que le français est pire avec toutes nos conjugaisons. Il y a autant d'exceptions, sinon plus que de règles. Par contre, qui veut, peut. Moi, je me souviens, lorsque je travaillais au début des années 90 au centre hospitalier Ristigouche, l'hôpital psychiatrique à Campbellton, on avait eu, je pense que j'ai déjà dit en honte, ça fait rire bien du monde quand je raconte ça, le ministre de la Santé de l'époque, M. Dr. Russell King, fait une tournée d'établissement. Puis je suis mandaté ou demandé de guider 2-3 personnes dans les guider le groupe qui venait de M. de Fredericton. Puis c'est moi qui ai guidé le docteur ministre de la Santé. Et lors d'aller chez une unité de déficience intellectuelle moyenne, ils ont très peu ou pas de visite du tout. Il y a un déficient qui a dit « Bonjour, monsieur, comment ça va? » Puis le ministre dit, ministre médecin, le ministre, « Can somebody translate? » Puis le déficient dit « Oh, I can't speak the English. » Le déficient intellectuel était bilingue, mais pas le ministre. Oh là là, qui ça veut, c'est peut, un pied de nez. Lorsque tu baignes dans un milieu bilingue, ça vient de soi. Tu prends un enfant, 2, 3 ans, 4 ans, tu le mets dans une garderie bilingue. Dans peu de temps, il va parler l'anglais aussi. C'est sûr qu'un enfant, c'est une vraie éponge. Le cerveau d'un enfant, c'est une éponge. Qui veut, peut. Moi, j'avais un psychiatre que je connais ici, qui est psychiatre à Moncton. Il est né au Nigeria.
il a appliqué pour devenir médecin. Il a fait ses études en anglais. Un bac en sciences. Il a appliqué à Londres et à Saint-Pétersbourg, parce qu'il voulait devenir médecin à Saint-Pétersbourg. Pourquoi en Russie? Ou en URSS? C'est pas en Russie. L'URSS à l'époque, oui. C'est parce que son gouvernement était socialiste au Nigeria. Il passe en entrevue à Londres, il est sur une liste d'attente. Saint-Pétersbourg, lui dit, tu as passé une très bonne entrevue, mais tu parles pas bien le russe, mais tu vas l'apprendre. Il a fait 1 an d'immersion. Il a fait ses métiers en russe. Ah, mais franchement, mais ça, c'est le truc. Hein? Comme moi, quand j'avais appris l'anglais, quand j'étais jeune, j'étais parti en immersion totale. J'avais habité avec des colocs anglais à 18 ans. Donc ça m'avait vraiment permis. Là, je suis sorti de là et je les connaissais, les mots. C'est le vocabulaire qu'on va chercher quand on est en immersion totale. Il faut se plonger. Si vous voulez apprendre une langue, on se plonge avec les gens qui parlent seulement cette langue-là et ça fonctionne. Après 1 mois ou 2, on a déjà un énorme vocabulaire. Donc, je pense que c'est le meilleur truc. Un jeune voisin, qui a de l'âge à mon frère, hein, plus jeune que moi, étudiait, il était rendu en 11e année. Lui, il rêvait de fréquenter UNB à Fredericton, prendre un cours d'ingénieur forestier. Il fait un voyage de groupe pour aller à Fredericton visiter l'université. Il n'a pas pu se commander un déjeuner en anglais, il ne parlait pas l'anglais. Mais, quand il a terminé sa 12e année, il a fait un bac à UNB, il avait appris l'anglais. Regarde le jeune Syrien qui est arrivé ici comme réfugié, qui a fréquenté le système scolaire anglais, il voulait devenir médecin. Bien sûr qu'il y avait une école de médecine à l'Université de Moncton, par l'entremise de l'Université de Sherbrooke. Il a appris l'anglais, le français en ligne. Il a gradué en médecine il y a 2 ans, à l'Université de Moncton, en français. Oui, maintenant, en ligne, parce qu'il y avait une volonté cours. de le faire, d'apprendre la 2e langue. Avec la volonté, tout est possible. Oui. Puis là, maintenant, c'est vrai qu'il y a des bons cours disponibles partout. Les gens en ligne peuvent réussir à apprendre une langue assez évidemment. Tu n'as pas à parler... Mais qu'est-ce que tu penses des applications? Juste, je veux dire, tu sais, comme il y a des applications, là... c'est Babel et autres. Oui, absolument. Oui, pour apprendre les langues, là. Oui, ça fonctionne. Il y a même, à un moment donné, sur ton téléphone, tu peux avoir une application que tu dis quelque chose, puis ça va la traduire, puis tu peux la monter à l'agence, ça va le répéter dans la langue de la personne. Moi, bientôt, je vais passer un peu de temps à Cuba. J'ai déjà pris un cours d'espagnol, mais ça fait très, 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 très longtemps. Là, tu vas t'y remettre un peu. Ça va me revenir. Ouais. Je peux commander des choses, je peux servir, je peux dire merci. Si je pose des questions sur mon téléphone, ça va me dire, puis je vais le lire, puis je vais le parler, le lire en espagnol, les gens vont comprendre. Pourquoi? Je fais un effort. Mais avoir travaillé dans un milieu où est-ce qu'on parle l'espagnol, je l'aurais appris, comme la plupart des gens. Absolument. Et puis, on fait une courte pause. On va revenir par la suite sur un sujet qui risque de toucher certains d'entre vous, ceux qui veulent des mini-maisons au Nouveau-Brunswick et tous les problèmes qui sont liés à ça. On y revient dans un instant à PPJJ. De retour à Parle Jazz, mercredi 19 novembre. Luc, cette semaine, je lisais un article sur Radio-Canada qui parlait des mini-maisons au Nouveau-Brunswick. Pas facile, il y a plein de règlements municipaux différents selon où on vit qui mettent des bâtons dans les roues aux gens qui voudraient s'installer dans des mini-maisons. Et là, on parle pas des maisons, micro-maisons pour itinérants. Ça, c'est une autre affaire. Non, là. C'est vraiment les mini-maisons qui sont construites à différents endroits. Ça pourrait être présenté comme une solution à la crise du logement. On sait que c'est difficile de trouver des logements, mais là, l'affaire, c'est des petites maisons qui mesurent entre 25 et 75 mètres carrés. Et ça rend... c'est ça. C'est un exemple, là, une femme qui était mentionnée dans l'article de Radio-Canada, Emily McBridge, qui habite à Sackville, qui dit que ça a été très difficile pour installer sa maison sur son grand terrain boisé. Il a fallu qu'elle passe plusieurs mois à convaincre les élus municipaux de changer un règlement de zonage parce que la maison était trop petite. Donc, ça devient un problème. Il faut que la maison soit à telle distance de la borne, telle haute distance de la borne, telle... un minimum de 20 pieds. Exactement, ou tant de mètres. Large. Et puis, par exemple, Moncton, c'est 85 mètres carrés. 85 mètres, ça, c'est probablement 900 quelques pieds carrés. Campbellton, 79 mètres, 850. Mais je trouve ça bizarre qu'il y ait un minimum à la grosseur de ta maison. Dalhousie, 55, 600 pieds carrés. Val-Moral, 70, 750 pieds carrés. Donc, c'est différent partout. Oh oui, 750, là, on sait c'est quoi. C'est 30 par 25. Comme là, 45 mètres carrés, 550 pieds carrés à Charlot. Mais voyons donc, c'est des mini-maisons. Et puis, tu parles de mini-maisons, c'est des belles, belles petites maisons qui ne sont pas grandes. Écoute, une maison, par exemple, de 850 pieds carrés, c'est quasiment 30 par 30.
c'est petit, mais ça pourrait être beaucoup plus petit encore. Pourquoi ne pas permettre l'établissement de ces maisons-là? Il y a des gens qui ont des hangars derrière leur maison, qui portent vraiment, là, c'est vieux, c'est délabré. On permet ça. On ne permet pas des mini-maisons. Quand même, il y a beaucoup de... il y a des compagnies qui fabriquent des mini-maisons. Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin. Il y a quelqu'un qui a une grande maison, qui avait une famille qui se retrouve tout seul. Est-ce qu'il a besoin d'une grande maison? Non, il va peut-être, au lieu de payer un logement, il va vendre sa demeure, il va se construire une petite maison. C'est moins dur à entretenir, qui est un salon-cuisine, une chambre à coucher, une salle de bain. As-tu besoin de plus que ça? Non, je sais pas, mais Emily McBridge, elle a fait changer la loi. Ça a pris super de temps, mais à Sackville, vu que c'était sa maison à elle était 14 pieds de large, puis c'était un minimum de 20 pieds de large, elle a fait changer la règle. Mais c'est ça, ça a été extrêmement de temps et beaucoup de temps passé là-dessus. On va prendre un appel, c'est peut-être concernant les mini-maisons. Parle jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de la difficulté d'apprendre une deuxième langue. Oui, d'accord. Ça me fait penser, je pense que j'étais en 7e année, puis tous nos livres, puis tous les documents étaient en anglais dans le temps. Puis une journée, il fallait calculer la taxe sur un Ranger. OK. Et moi, le seul Ranger que je connaissais, c'était Camille Henry qui jouait pour les New York Rangers. C'est ça. L'ancien mari à Dominique Michel, Camille Henry. Je savais pas qu'est-ce qu'était un Ranger. Ouais. Ben, ça cause problème quand il y a des mots comme ça. Puis même quand les chiffres, vous savez qu'un billion en français, c'est pas le même chiffre qu'un billion en anglais. Moi, ça me fait rire. Exactement, oui. Exactement. Ça peut confondre beaucoup de monde. Un âge qui ressemble au mien, parce que moi, ici, jusqu'en 7e année, nos livres étaient en anglais. OK, c'est juste une petite histoire pour vous faire rire. Bonne journée. Merci bien. Merci beaucoup. Très apprécié. Oui, bien, pour en revenir aux petites maisons, en péninsule acadienne, la règle est généralisée. Les maisons doivent mesurer au moins 45 mètres carrés, donc 484 pieds carrés. Il faut obtenir une dérogation pour installer une maison plus petite que les règlements qui sont permis. Alors, ça varie vraiment dans les municipalités. On peut le constater dans la région de Restigouche. La taille minimale autorisée, c'est 45 mètres. Est-ce que tu l'avais dit, celle-là? C'est ça, 550 pieds carrés. À Charlot, c'est 79 mètres carrés. Non, à Campbellton. Campbellton, 79. Charlot, c'est 45 mètres carrés. Balmoral, qui maintenant, c'est Bois-Joli, c'est 70 mètres carrés. Parce qu'ils font des belles maisons, là, comme notamment à Memramcook, c'est l'usine DR Cedar. C'est ça. Puis on voit, je pense qu'un des copropriétaires, c'est Pierre Leblanc, j'ai vu en entrevue. Oui, je l'ai déjà rencontré aussi. C'est des petits bijoux, ces maisons-là. Pourquoi pas les permettre? Non, faut que ça soit permis, exactement. C'est dommage, quelqu'un qui veut se placer sa petite maison, puis le règlement, ça prend des mois à modifier pour quelques mètres de minimum de maison. Et la dame de Sackville s'est appelée 6 mois à lui faire amender 3 règlements municipaux pour être en mesure d'installer sur son propre grand terrain. Ouais. Il y en a qui ont permis des différentes choses. Comme là, je sais que dans plusieurs villes, plusieurs municipalités, on dirait, mais villes aussi comme Moncton, Fredericton, Shippagan, Kedgewick, on permet maintenant à des gens d'installer des mini-maisons dans leur cours. Mais on a mentionné ça dans la loi, c'est des pavillons jardins. C'est ça. Donc ça, c'est une loi qui a du bon sens, mais c'est parce que tu peux pas avoir seulement ta petite maison, là. C'est juste comme si c'est un pavillon jardin dans ta cour. Donc si c'est ta maison principale que tu veux placer quelque part, il faut qu'elle ait des dimensions qui respectent la loi. C'est quand même spécial. Moi, j'appelle ça jouer avec les mots. Que je fasse une mini-maison en arrière de chez moi, je vais appeler ça ma maison de jardin. Ouais. Et j'ai besoin de mettre des râteaux, ou je peux mettre une petite salle de bain, je peux mettre... c'est plus facile, en tout cas, c'est ça, quand c'est un deuxième logement. Oui, exactement. Plus facile à faire. Mais lorsqu'on parle d'installer un système de eau et d'égout, ça, c'est différent, par contre. OK. C'est en avril dernier qu'à Moncton, on a modifié l'arrêté municipal pour permettre ça, les pavillons jardins. Donc, au moins du côté de Moncton, ça a l'air pas trop compliqué, mais ça vous prend une maison déjà. Il faut la rajouter comme deuxième logement. Mais ça doit être 1,2 mètre de la limite du terrain, pas dépasser 6 mètres de hauteur, puis la superficie ne doit pas dépasser 85 mètres carrés ou 12 de la superficie du terrain. Pas évident, il faut respecter beaucoup de choses. Il faut savoir calculer, là. Mais espérons que ça ne découragera pas les gens de se lancer là-dedans. Une mini-maison, ça peut vraiment être économique. Absolument. Avoir plein d'avantages. Donc, voilà. Alors, bonne chance si vous voulez faire placer une petite mini-maison, en espérant que les municipalités vont prendre les devants et vont modifier peut-être certains règlements, puisque ça va devenir de plus en plus populaire. Oui, tout à fait. Alors, il faudra le prévenir.
OK, j'ai un courriel qui nous vient à propos des mini-maisons. On nous dit en autant que les normes environnementales soient suivies et maintenues proprement, toute grandeur devrait être permise. C'est notre droit. En autant que les normes environnementales soient maintenues. Ben c'est vrai, je peux bien comprendre ce commentaire. Et il faut que ce ne soit pas délabré. Il faut que ce soit beau, une belle maison. Tu sais, il ne faut pas ça une paraisse maison... bien, oui. Pour respecter le cachet du quartier. Exactement. Tu ne vas pas demander une maison avec des bardeaux d'asphalte et puis avec du papier noir qui fait le tour, ça va être là au bout de 2 ans. Quand tu construis, oui, mais après, il doit y avoir un minimum de normes à respecter pour que ça se présente bien. Tu ne veux pas à un moment donné non plus que le quartier où les personnes s'installent disent « Ah ben mon Dieu, j'aime pas ça, c'est pas beau. » Bon, bien. Bonne chance avec vos mini-maisons. Avant de terminer l'émission aujourd'hui, Luc, on pourrait mentionner les tarifs douaniers qui menacent dans l'industrie forestière au Nouveau-Brunswick de toucher à 1700 emplois. Ces fameux tarifs douaniers, là, il y a en cause des problèmes depuis que ça a commencé. Mais comme tu disais, par contre, les États-Unis vont avoir le revers de ça. À un moment donné, eux, ça va frapper fort. Ils perdent notamment les touristes canadiens. Puis leur économie risque d'être touchée. Mais là, pour l'instant, on parle de plusieurs milliards de dollars de pertes juste pour les touristes qui s'en vont aux États-Unis. Lorsqu'on impose un tarif de 45 sur le bois d'œuvre arrivant du Nouveau-Brunswick... avec le nouveau 10 ça a monté à 45. Oui, mais si les gens américains achètent ça, c'est les Américains qui vont finir par payer ce tarif-là. Là. Ils vont le payer, le tarif. C'est sûr que c'est moins intéressant pour une compagnie de construction américaine d'acheter du bois canadien. Est-ce que les Américains peuvent être autosuffisants? Clairement, non. Tu ne penses pas, non? Je pense pas qu'il y a... Non, ils n'ont pas assez de ressources. Les 350 millions d'habitants aux États-Unis. Oui, ils ont besoin des forêts d'ailleurs. Il y a des forêts d'ailleurs, il y a du bois d'ailleurs. On est spécialisé, on dit vraiment, on produit du bois. On exporte énormément au Nouveau-Brunswick. On parle de 1700 emplois qui sont en jeu. Ça fait du monde. C'est parce que l'industrie est interconnectée ici, tout à fait. Au Nouveau-Brunswick. Tout à fait. Si quelque chose affecte le bois d'œuvre, ça affecte le reste du secteur forestier. Non, tout à fait. Ça affecte tout. Ça va nous affecter, toi et moi, dans d'autres choses. Parce qu'on parle de difficultés qui se font déjà ressentir, comme à Huasca, il y a un fabricant de bardeaux de bois. C'est au nord-ouest de la province. L'entreprise a suspendu les activités de sa scierie de cèdre. Les employés ont dû être relocalisés dans une autre usine. L'approvisionnement en cèdre de la scierie vient à 65 % de la forêt du Maine. Alors, vous voyez comment ça peut... Là, ça a donné des prix exorbitants. Oui. C'était plus possible de fonctionner. Mais le président a quand même reculé la semaine dernière. Il a dit, OK, maintenant, là, il y a trois articles qu'on va enlever les tarifs. Mais le Canada, ça ne touche pas beaucoup. On parle du café. On ne pousse pas de café au Canada. Non, c'est ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu dans le... Fruits tropicaux, on ne touche pas ça non plus. Le bœuf. Les Américains, c'est des grands producteurs de bœuf. On importe du bœuf un peu du Canada. Beaucoup de l'Amérique du Sud, du Brésil, de l'Argentine. Mais ça fait mal aux Américains. Les Américains en souffrent. Ils se plaignent. Le président américain avait dit lors de sa campagne qu'il allait faire baisser les prix de tout. Et c'est exactement le contraire qui se produit. Les prix augmentent. Ben, c'est grave. Là, il faut trouver moyen de faire affaire avec d'autres que les États-Unis. Il faut comme diversifier le marché, s'en aller ailleurs. Puis les efforts sont déjà bien enclenchés pour ça, mais ça va prendre du financement. Absolument. On ne pourra pas se rendre à développer un marché plus large sans financement. Et la première ministre, Susan Holt, dit qu'elle presse fort pour convaincre le gouvernement fédéral de faire avancer les négociations, mettre en place des supports pour l'industrie forestière au Nouveau-Brunswick. Et elle a dit, Mme Holt, que M. Carney avait promis lundi un nouveau programme. Et ce nouveau programme-là devrait être significatif, mais il sera dévoilé la semaine prochaine. Mais il va y avoir un programme au moins concernant ça. C'est une bonne nouvelle. L'industrie forestière canadienne, il faut que le gouvernement fédéral comprenne que c'est tout aussi important que l'industrie automobile en Ontario, que le pétrole, que l'acier, que l'aluminium. Il y a des gens qui ne vont pas survivre s'ils perdent leurs emplois. On parle des secteurs forestiers, on parle de la province voisine au Québec, on parle de 50, 60 000 emplois qui pourraient être menacés. Parce que ça, c'est un effet de vague. Hein. Si on dit on ferme le bois, on coupe plus de bois, bien, la personne qui vendait de l'essence à ces bûcherons-là, ça se vend plus. Les personnes qui faisaient l'entretien de la mécanique de
des machines forestières. La personne qui n'a plus d'emploi va peut-être, va surveiller son budget, va acheter moins. Donc, tout le monde finit par avoir un effet. Je ne veux pas que ça nous touche. Quand on dit tout est interconnecté, là, c'est exactement ça. Oui. Puis, il existe du soutien là, quand même financier présentement pour les travailleurs des entreprises qui sont affectés par tout ça, mais on ne pourra pas subventionner l'industrie pour toujours. Donc, il faut trouver des solutions. L'opposition officielle pense que le gouvernement provincial doit en faire plus pour défendre l'industrie forestière. Du côté des Verts, il y a le chef du parti qui pense que la première ministre doit former une alliance avec la Colombie-Britannique. Ça serait une idée qui est très touchée, elle aussi, par les tarifs. Ce qu'on voudrait, c'est être Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique. Je pense que si on se mettait ensemble pour pousser sur le fédéral pour qu'il y ait de l'action pour l'industrie forestière, ça pourrait aider. Que le Québec aussi, je pense que lorsque le premier ministre Legault hier parlait peut-être jusqu'à 60 000 emplois, ça les touche, ça va les déranger énormément. Mais ce que j'aime actuellement, je vois que le gouvernement canadien regarde à diversifier nos relations économiques. Ouais. Voyage en Europe, voyage en Asie. Là, le premier ministre est rendu en Arabie Saoudite aujourd'hui, je pense. L'Arabie Saoudite, là, il y a tellement d'argent que ça n'a pas quoi faire avec leurs argent. Ils produisent du pétrole, ils produisent. Mais ça serait pas un partenaire un peu controversé? C'est déjà controversé. Dépendamment de ce qu'on veut leur vendre, on sait que c'est pas une démocratie, c'est un régime autoritaire. Oh oui, un royaume. Le royaume, c'est le roi ou le prince héritier là, qui décide de tout. D'ailleurs, le prince héritier qui était reçu à la Maison-Blanche hier. C'est encore Ben Salman, lui? Oui, Ouais. il était reçu hier par le président américain qu'il considérait comme un ami proche des États-Unis. Puis on sait que d'après la CIA, les services secrets américains, c'est le prince héritier qui avait ordonné l'assassinat du journaliste... Khashoggi? Exactement. À l'ambassade en Turquie. Là, Trump dit non, c'est pas ça le cas du tout, c'est pas lui. Voyons donc. Tout pointe vers là. Si ça marche comme un canard, si ça nage comme un canard, ça déblume comme un canard, ça fait coin, c'est un canard. Oui, je l'aime bien, celle-là. On va terminer l'émission avec un courriel qu'on a reçu. Les tarifs imposés aux États-Unis par le Canada nuisent plus aux Canadiens que d'autres choses. Carnet, incapable de négocier avec Trump, Carney, supposé être un super négociateur. Donc, on a un auditeur ici, M. Albert, qui nous dit qu'il ne croit pas qu'il est un super négociateur, finalement, M. Carney. On n'a pas imposé de tarifs, on a retiré nos tarifs qu'on avait imposés. On les a retirés, là, nous? On les a retirés pour la plupart. Je pense qu'ils sont tous retirés, d'ailleurs. Et puis, c'est impossible de négocier avec M. Trump. Il va dire oui une chose aujourd'hui, il va la signer. L'après-midi, il va dire non, ça marche pas, ça, je suis pas d'accord. On arrête ça. Peu importe ce que l'on va donner à cette personne-là, moi je l'appelle aussi souvent le clown orange aux États-Unis, il ne sera jamais satisfait. Donc, selon toi, il va toujours en vouloir plus. Là, tu regardes qu'un intimidateur va continuer à intimider. Continuer. En anglais, on dit les bullies. Il frappe. Puis, peu importe ce que tu vas lui donner, il va continuer. Il n'arrêtera pas. Cette personne-là, c'est ce genre de personne-là. Il intimide tout le monde. Si on avait voulu lui tenir tête, on en a imposé plein de choses, on en a coupé l'électricité, il aurait peut-être envoyé ses soldats à la frontière. On ne veut pas ça, là. On ne veut pas ça. Donc, selon toi, Luc, ce serait pas les talents de négociateur de M. Carney qui seraient à remettre en question, mais ça serait plutôt l'écoute de M. Trump de l'autre côté Moi, je m'assois, qui est dur à négocier. Je suis debout devant la porte de mon réfrigérateur. Je vais dire, porte, ouvre la porte. Je peux parler à mon réfrigérateur, mais la porte ne s'ouvrira pas tout seul. Et M. Trump, on peut lui dire ce que l'on veut. Il n'écoute rien. Tu viens-tu de traiter M. Trump de réfrigérateur? Oh, donc je l'ai traité de bedasse. B-E-D-A-S. Il faut faire attention, hein? Faut faire attention quand tu vas vouloir aller aux États-Unis. Ils vont fouiller partout sur ce que tu as dit. Ils vont essayer de trouver que ça veut dire le mot bedasse. C'est dans le dictionnaire. Non, mais je te remercie beaucoup, Luc, pour encore ta présence le mercredi à l'émission. Ça a été très enrichissant et amusant. Bien, merci à tous ceux qui ont participé également, que ce soit par courriel ou par téléphone, pour ce Parle-Parle Jazz d'aujourd'hui. Et vendredi, on aura Kevin McIntyre de Salle-Barbe. Je peux vous assurer, il n'oubliera pas. Je vais lui dire de me rencontrer chez moi. Je vais l'amener avec moi. On est certain que ça va avoir lieu vendredi. Ben oui, vendredi, beau spécial. On va passer Kevin McIntyre au peigne fin. On en apprendra plein sur l'histoire de Salle-Barbe, tout ce qui se passe autour des membres du groupe et sur Kevin plus en particulier. Donc, merci, Luc. On se retrouve vendredi pour ça. Et à vous tous, passez un très beau milieu de semaine, un bon mercredi. À plus tard.